Alors, tout d'abord, la définition. Donc, la péritonite, c'est quoi? C'est une inflammation du péritoine, d'accord? Cette inflammation peut être soit localisée à un endroit précis, soit concerner l'ensemble du péritoine qui tapisse la cavité abdominale. Le plus souvent, il s'agit d'une cause infectieuse. Donc, c'est un microbe. Et donc, on a souvent une réaction qui commence localement, puis qui se diffuse assez rapidement à l'ensemble de la cavité abdominale. D'où l'importance d'avoir un diagnostic rapide et un traitement urgent, comme on va voir par la suite. Alors, il y a une classification, donc il y a des péritonites primaires, secondaires et tertiaires. Il faut vraiment retenir que les péritonites secondaires, c'est la majorité des péritonites, c'est celles que vous allez rencontrer aux urgences, en chirurgie digestive, au quotidien. Les péritonites primaires, c'est très particulier, il y a juste une diapo dessus, on en parlera très brièvement. Les péritonites tertiaires, pareil. Après, il y a les péritonites localisées, c'est ce qu'on appelle les abcès. C'est quand l'organisme il arrive à circonscrire la péritonite, l'infection, et du coup, elle ne se diffuse pas. Donc, c'est sous forme d'abcès qui resteront localisés soit dans le Douglas, soit en sous-phrénique. Alors, les péritonites primaires, donc c'est des causes très très rares. C'est quoi? L'important, c'est de savoir que ça survient sur un terrain particulier. Soit un patient diabétique, soit un patient cirrhotique. C'est une infection directe de la cavité abdominale par le biais de quelque chose. Soit c'est le cathéter, par exemple, quand on fait de la dialyse péritonéale, c'est le cathéter qui apporte des microbes, qui est infecté, qui va directement infecter le patient. Soit quand on fait des ponctions, vous savez, le patient cirrhotique qui a de l'acide, des litres et des litres d'acide, on peut faire une ponction ou même par simple translocation bactérienne, il peut infecter son liquide d'acide, d'accord? C'est pas des patients qui ont été opérés de quelque chose en chirurgie digestive. Donc c'est des infections des péritonites qu'on va traiter médicalement. D'accord, ça se traite par des antibiotiques. C'est souvent le patient, il arrive en réanimation et il est géré en général par les réanimateurs médicaux. Donc c'est pas du tout ce qu'on voit en chirurgie digestive. Ce qu'on voit, nous, c'est ça, c'est les péritonites aiguës secondaires. Alors, secondaire à quoi? Secondaire à soit une infection qui est déjà située dans un organe, l'appendice, la vésicule biliaire, qui diffuse à travers la paroi de cet organe, soit par perforation d'un organe creux. D'accord? Donc, c'est ça, les péritonites secondaires. Presque la totalité du cours, elle porte sur ça. Alors, donc il y a trois, on va dire, il y a trois grands types d'étiologie. Donc, soit il y a une infection, une perforation d'un organe spontanément, parce que la maladie, elle évolue de façon que l'organe, il va perforer. Donc, c'est le cas de l'appendicite. Vous savez qu'il y a des appendicites qui, dès le début, elles peuvent se présenter sur un mode d'appendicite perforé. D'accord? L'appendicite, ce n'est pas une maladie qui évolue, elle passe par la phase inflammatoire, puis œdémateuse, puis elle gangréneuse, et puis ça se perfore. On va dire dans les bouquins, c'est comme ça, mais la plupart du temps, il y a des malades qui arrivent spontanément avec un appendice perforé. Après, il y a la diverticulite sigmoïdienne. Les diverticules, vous connaissez ça, les diverticules? C'est des petites oreilles dans la paroi du côlon qu'on a tous à partir de, on va dire, 60 ans. Et il y a de temps en temps, sous l'effet de facteurs qu'on ne connaît pas très bien, dont la prise des AINS par exemple, un de ces diverticules peut se perforer. D'accord? Donc ça donne une péritonite stercorale, avec du caca dans la cavité abdominale. Après, il y a bien sûr la classique perforation d'ulcère gastro-duodénal, les cholécystites qui peuvent se perforer parce que la paroi elle devient tellement fine, tellement gangréneuse que ça donne une péritonite biliaire. L'infarctus mésentérique, donc quand l'artère mésentérique supérieure, donc qui irrigue l'ensemble du grêle, elle est obstruée, l'ensemble du grêle peut se nécroser. Donc s'il se nécrose, la paroi devient de plus en plus fine et donc ça se perfore. Après, donc, il y a des perforations digestives tumorales, il y a un cancer en bas, par exemple au niveau du côlon. Tout ce qui est en amont se dilate jusqu'à ce que ça peut se perforer. D'accord, pareil, il y a le cas de la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique qui sont des maladies du côlon pour la maladie de la rectocolite hémorragique ou de l'ensemble du tube digestif pour la maladie de Crohn qui peuvent se compliquer de perforation.
Donc tout ça, ce sont des infections abdominales, digestives, qui du fait de leur évolution peuvent conduire à la péritonite. L'autre cas, ce sont les péritonites post-opératoires, c'est-à-dire que le malade, il est opéré de quelque chose qui au départ n'est pas une péritonite, une appendicite, ou alors on résèque une partie de l'intestin et on fait une anastomose entre les deux bouts qui restent. Donc tout ce qui va concerner les complications qui touchent cette anastomose, la désunion de cette anastomose, ça s'appelle une péritonite post-opératoire. D'accord, soit parce qu'il y a eu un défaut technique, parce que la couture elle a été mal faite, soit parce qu'elle a été faite dans des conditions où le patient était trop dénutri, ou alors il y avait déjà la cavité abdominale était contaminée. Et ben la cicatrisation de cette anastomose se fait mal, et du coup, voire pas du tout. Donc, soit il y a une fistule ou une désunion de cette anastomose. On appelle ça une péritonite post-opératoire. Troisième grand chapitre, c'est les péritonites post-traumatiques. D'accord, les malades, les plaies par arme blanche ou les plaies par arme à feu, ça peuvent toucher des organes creux. Et donc, il y a forcément une solution de discontinuité, et donc ça donne des péritonites. Pareil pour tout ce qui est les pathologies, on va dire, qui sont dues aux fibroscopies ou aux coloscopies qu'on réalise. Souvent, les fibroscopistes nous appellent. Bon, j'ai fait une colo à quelqu'un, j'ai un doute sur une petite perforation. Ça s'appelle des petites perforations endoscopiques. Ça a le même titre qu'une péritonite. Alors, les péritonites tertiaires, donc c'est quand le malade a été une fois opéré ou traité d'une infection, d'une péritonite, il n'est pas tout à fait guéri, soit parce qu'il en reste encore des micro-organismes, soit parce que les antibiotiques qu'on a utilisés ne sont pas actifs, parce qu'il y a souvent un contingent de levure. Souvent, il reste encore, donc le patient reste sceptique. Ce sont des patients qui sont souvent gérés en réanimation. Et le plus souvent, le traitement n'est pas une reprise chirurgicale. C'est pareil, il faut optimiser, on va dire, les mesures de réanimation et traiter surtout ce syndrome de défaillance multiviscérale qui vient se surajouter sur ce tableau. Donc, les péritonites tertiaires, vous n'allez pas trop en voir. Alors, on revient donc sur nos péritonites secondaires. Donc là, je vais vous laisser les diapos, juste un tout petit peu de physiopathe. Donc souvent, une fois qu'on a des microbes dans la cavité abdominale, il y a une réaction physiologique de l'organisme, il y a un apport, le flux sanguin, il est augmenté. Donc il y a une dilatation capillaire, on augmente la perméabilité péritonéale. D'où il y aura une sécrétion, donc le péritoine va sécréter, donc il y a un épanchement liquidien qui va s'emmagasiner dans les petits replis du péritoine. Et donc, il y aura un processus. Le processus, il est souvent localisé là où il a commencé. Alors, il y a des mécanismes cellulaires qui vont se mettre en place. Et à partir de là, soit il y a un tout petit contingent de bactéries, donc ça peut même se guérir tout seul avec des antibiotiques, ou se former un plastron. Un plastron, c'est un agglutinat dense intestinal qui vient de se plaquer contre la zone là où il y a l'infection. Soit il y a une formation d'abcès, donc du pus qui est très localisé. Soit sinon, si les moyens de défense de l'organisme sont dépassés, ça aboutit à la péritonite généralisée. Alors la péritonite généralisée, c'est quand tout ce péritoine qui est déjà fragilisé, épaissi, très très inflammatoire, toutes ses capacités de réabsorption sont dépassées. Le péritoine, il sert à réabsorber, enfin, c'est une surface d'échange. Donc quand il est inflammatoire comme ça, il ne peut plus réabsorber tout ce liquide, donc il y aura une séquestration liquidienne. D'où, après, ça s'enchaîne par des phénomènes inflammatoires et ça se complique, ça vient se surajouter donc une part de déshydratation, une part d'insuffisance rénale fonctionnelle et d'où les conséquences, en fait, en gros, du choc septique. Avec donc choc septique, détresse respiratoire, nécrose tubulaire aiguë, CIVD et des emboles septiques à distance.
Donc ça, vous allez le revoir un peu tout seul parce que c'est pas très important. Donc ce que je disais, c'est que le péritoine, donc il y a 2 petits feuillets, ça vous l'avez déjà appris. Entre les deux, normalement, on a un espace virtuel entre les 2 feuillets. Et ben c'est cet espace virtuel en fait qui va se remplir de liquide quand le péritoine deviendra inflammatoire. Il remplit plus du tout ses rôles. Donc là, ça, on a vu. Donc tout processus inflammatoire du péritoine, ça va augmenter le flux sanguin, ça va augmenter la perméabilité vasculaire, d'où les épanchements, d'où une hypovolémie relative. Et bien sûr, tout ce qui est facteur aggravant, c'est-à-dire une perforation de la vésicule biliaire où il y aura de la bile qui va se déverser dans la cavité abdominale, ou un ulcère gastrique, tout ça, c'est des facteurs encore plus agressifs qui viennent se surajouter, on va dire, et qui vont faire la gravité de la péritonite. D'accord ? Ou les enzymes pancréatiques en cas de fistule pancréatique et tout. Donc ça, on l'a vu. Le péritoine, donc c'est une grande surface d'échange. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, en fonction des organes, ça c'est assez important, c'est les germes. Les germes, on va le voir à la diapo d'après, en fonction de l'organe où vous êtes, il y a différents germes. Donc normalement, l'estomac avec son pH très acide, il n'y a pas de bactéries. Sauf quand vous êtes à jeun, sauf après le repas. Là, le nombre de bactéries augmente. C'est pour ça que, par exemple, une perforation d'ulcère, quand on n'est pas à jeun, elle est beaucoup plus grave que chez un patient qui est à jeun. Après le grêle, plus on avance dans le grêle vers le côlon, plus le nombre de bactéries va augmenter. Dans le côlon, il y a un nombre très important de bactéries, les entérobactéries, tout ça, même des levures. Et donc, il peut y avoir aussi des bactéries en anaérobie qui font toute la gravité en fait des chocs septiques. Alors, les moyens de défense, donc pour ça, il y a effectivement la défense locale avec l'épiplomb. Chaque fois qu'il y aura un phénomène inflammatoire ou une infection dans l'abdomen, il y a l'épiplomb, le tablier abdominal, qui va venir se patcher au-dessus de cette infection pour essayer de la colmater. C'est pour ça que quand vous êtes au bloc et tout, on dira que ça colle ou qu'il y a de l'épiplomb qui s'est mis dessus. C'est le premier moyen de défense de l'organisme pour essayer d'enrayer l'infection. Après, il peut y avoir donc les viscères adjacents qui vont se mettre aussi, qui vont essayer de limiter la diffusion. C'est ce qu'on appelle le plastron. Dans l'appendicite, le plastron appendiculaire, c'est des anses intestinales, des anses iléales qui vont venir se patcher sur l'appendice pour diminuer, on va dire, la diffusion de l'infection. D'accord, le péritoine, il essaye d'absorber les bactéries. Enfin, il y a une part de phagocytose, mais qui est souvent dépassée s'il y a trop de bactéries. Et après, il y a toute la réponse cellulaire de l'inflammation avec les polynucléaires, tout ça. Donc la défense générale, les facteurs, ça vous connaissez, vous avez déjà vu ça dans d'autres modules. Donc la défense générale, ça se met en route avec l'activation du complément, la sécrétion des immunoglobulines et la fibrine qui a un rôle mécanique qui va faire pareil, qui essaie de faire une barrière. D'accord, mais ça, ce sont des moyens qui vont se mettre en route un peu plus tardivement. Si on opère quelqu'un d'une péritonite par perforation ou par perforation d'ulcère ou perforation appendiculaire, tout ça, si on l'opère très vite dans les heures qui suivent, on ne va pas voir tous ces phénomènes apparaître. Donc les péritonites aiguës ont toujours, plus on les laisse traîner, plus elles ont un retentissement sur l'état général, donc avec l'apparition d'un choc septique, avec une souffrance tissulaire diffuse, avec l'insuffisance rénale aiguë qui a une part fonctionnelle et une part de nécrose tubulaire aiguë, et une insuffisance respiratoire aiguë. Tout ça, c'est très important parce que ces malades sont très fragiles. Donc souvent, vous allez les voir, ces malades, aux urgences. Donc vous allez vous jeter sur eux pour leur faire les scanners avec injection de produits de contraste pour essayer de comprendre. Donc il y aura une part de... Vous allez souvent aggraver les choses. Donc si vous ne les remplissez pas correctement dès le début, si vous ne prenez pas des mesures réanimatoires, si vous faites des scanners un peu en injectant à droite, à gauche, sans vérifier la créatinine et tout, vous allez souvent aggraver le tableau. Bon,
Là, c'est la partie qui vous intéresse, donc le diagnostic clinique. La péritonite, c'est un diagnostic clinique, d'accord? C'est pas du tout, il ne faut pas faire trop d'examens complémentaires. Ils peuvent souvent retarder le diagnostic. Souvent, pour le scanner, on attend plusieurs heures aux urgences. Donc, surtout, il faut examiner d'abord les malades. Donc, examen clinique. Et il ne faut pas dire ce malade, je ne vais pas l'opérer ou je ne vais pas faire quelque chose pour lui parce que je n'ai pas de diagnostic confirmé au scanner ou par la biologie. Donc, les examens complémentaires, ils ne tardent pas du tout le traitement que vous allez mettre en route. Et vos diagnostics, n'importe qui peut le faire. Souvent, le diagnostic de péritonite, il est facile. Alors, c'est quoi? Tout d'abord, c'est la douleur. D'accord? Ça, c'est très important. La douleur, elle est brutale, elle est souvent très intense, elle est brutale ou alors elle est très, très rapidement progressive. Elle est d'emblée assez intense. Et c'est à vous d'essayer de déterminer l'endroit, le siège et les facteurs, éventuellement les facteurs associés. Est-ce que le malade présente des vomissements? Est-ce qu'il a un arrêt des matières et des gaz? Est-ce qu'il a un hoquet? Le hoquet, c'est un signe d'irritation phrénique, du nerf phrénique. Donc ça, c'est à l'interrogatoire et à votre examen clinique. Le plus important quand on parle de péritonite, c'est quoi? C'est l'examen physique, il va être important pour déterminer ça. Ça, c'est la contracture. Contracture avec son versant, on va dire, un peu moins grave, qui est la défense. Alors la contracture, c'est une contraction qui est tonique, invincible, douloureuse, permanente. Le malade, il respire le ventre, c'est le ventre de bois, il ne bouge plus avec la respiration. Le malade a très très mal et dès qu'on a essayé d'appuyer sur ce ventre, il est d'emblée très très dur, d'accord? Très dur et très douloureux. La défense, c'est une contracture, on va dire, qui est partielle. C'est-à-dire qu'on arrive à déprimer un tout petit peu l'abdomen du patient, mais très très vite, on s'aperçoit qu'il devient dur. Il y a une résistance, d'accord? C'est ça ce qu'on appelle la défense. Donc la contracture, c'est vraiment une contraction.